Très heureux de vous retrouver pour ces vraies voix du foot avec ce trio de choc. Mais je vais le dire tout de suite, ils ont fait courir une fake news hier soir, la semaine dernière, en début d'émission, en annonçant que je n'étais pas présent pour avoir pris des cartons jaunes pour abus de mauvais jeu de mots. Et je dois dire que quelque part, si on analysait ça psychanalytiquement, c'est qu'ils parlaient juste de leur comportement habituel. Guy Carlier, évidemment Emmanuel Galasso, évidemment Maxime Sénat, faisant beaucoup plus de mauvais jeux de mots que moi. On est quand même d'accord là-dessus, pour être honnête. Moi, sur un plan psychanalytique, j'appelle ça le déni. Et puis c'est surtout que c'était pas la vraie raison des cartons jaunes qui justifiait votre absence, c'était parler 2 minutes pour absolument ne rien dire d'intéressant et en démarrant l'émission de façon à bien accrocher l'auditeur. Et on a donc là. On a donc un menu évidemment qui va commencer par l'équipe de France qui a fini première de son groupe de la Ligue des Nations. C'est peut-être un peu inattendu quand on a vu le contenu, et on va analyser de 20h à 20h30 l'équipe de France, le bilan et surtout les perspectives, parce que vendredi il y aura le tirage au sort des quarts de finale, et puis évidemment on a, comme c'est le 13 décembre, dans 3 semaines, en arrière-pensée les qualifications du mondial qui sera Canado-États-Unis-Mexicain. Ça fait quand même beaucoup de choses à la fois, beaucoup d'heures d'avion qu'il va falloir passer pour les joueurs. Dans la troisième partie, pour 505 millions, t'as plus rien. Oui, c'est la dette de l'Olympique Lyonnais. Et on va en parler avec Alexandre Corboz du Bout Football Club. Court-on, désolé Maxime, vers un scénario à la bordelaise pour... Ah mais c'est sûr. Ah bah ça au moins c'est cash pour l'Olympique Lyonnais. Et on finira, parce qu'on n'en a encore jamais parlé, de la Ligue des Champions féminine, puisque demain soir, les Lyonnaises, qui ont quand même 8 Ligues des Champions au compteur et 3 finales perdues, rencontrent l'AS Roma après les avoir battues 3-0 en Italie. Et on va parler de ce football féminin. Est-ce qu'il est assez médiatisé? D'ailleurs, vous les votez. On a 2 sondages. Est-ce que ce France-Italie marque le début de quelque chose? Ça rappelle des souvenirs. Et est-ce que le football féminin est suffisamment exposé ou est-il insuffisamment exposé? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on va attaquer avec l'équipe de France et le bilan. Et on a un supporter historique des Bleus avec nous, Ludovic. Salut Ludovic. Et bonsoir à tous. Supporter historique, je te l'avais déjà dit pour le mois dernier. Oui, mais ça reste toujours historique. Hein. Supporter historique. Bon, bah c'est la dernière fois que tu viens, mon petit gars. Si tu commences à nous le tacler, déjà qu'il n'était pas allé la faire en malaise la semaine dernière. Une carrière en radio, là. Aussitôt commencé. Alors, on va faire un tour de table. Oh bah ça va très bien. Et toi, ça va Ludovic? Ouais, tout va bien. On était quand même mieux à Milan que contre Israël jeudi dernier au Stade de France. Ah bah c'est clair qu'en termes de spectacle, de salle, de jeux. On va déjà faire le bilan. Premier de poule. Tiens, on commence avec toi, Guy. Est-ce que le contrat est rempli? Alors, si on parle de contrat, oui, il est rempli dans le sens contrat. C'est-à-dire un contrat, c'est quelque chose qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas de style, c'est juridique, donc c'est vraiment carré. On a 2 parties qui s'engagent à quelque chose. C'est ce que Deschamps s'est engagé à faire quand on l'a prolongé, on pourrait revenir là-dessus. Par contre, dans un contrat, il n'y a pas de style. Nous, on aurait préféré, à la place de ce contrat, de ces quelques pages-là, de la Coupe de la Ligue des Nations, à la place des pages de ce contrat, avoir les pages d'une belle histoire, par exemple. Et on ne l'a pas eu. Donc, dans ce sens-là, le contrat est rempli, la belle histoire ne l'est pas. Le football romantique vu par Guy Carlier. Emmanuel Galasso, est-ce que, pour toi, le contrat est rempli? Mais je vais te faire une réponse philosophique, Philippe. Il y a le fond et la forme. Est-ce que le fond prend le pas sur la forme? Voilà. Si on s'en tient qu'au fond, donc au résultat, la France termine première du groupe, donc contrat rempli. Mais j'ai l'impression de ne pas être le seul à ne pas me satisfaire de ça, à tendre un peu plus dans le style, à vouloir un petit peu rêver en regardant cette équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe, elle rassemble plus beaucoup de monde, plus beaucoup de passion. Suffit de voir le nombre de téléspectateurs pour Italie-France que pour France All Black la veille. Il y a 2 millions de téléspectateurs de moins pour regarder l'équipe de France de foot que celle de rugby. Donc, exactement. Je réponds à ta question. Oui, contrat rempli sur le fond, mais pas du tout sur la forme. Tu voulais réagir? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? France première de son groupe, qualifiée. Pour les quarts de finale, qui va jouer le Final Four au mois de Là, c'est le Final 8. Hein. Oui, le Final 8 à partir de mars, puis le Final Four, espérons-le, au mois de juin. Franchement, ça nous permet de rêver encore à un bel été en bleu. Ah ben, c'est vrai, moi, c'est la remarque que je me fais. Ludovic,
On a pleuré souvent, nous les plus anciens, Guy, sur les perdants magnifiques qu'était l'équipe de France. À Séville, on est magnifique, mais on perd. À Guadalajara, on est magnifique contre l'Allemagne, mais on perd. On perd beaucoup. Et maintenant, même en n'étant pas magnifique, on gagne. Ouais, Ludovic, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Et ton bilan? Surtout qu'on est quand même super gâtés depuis 2016, même s'il y a eu des finales perdues. Et on 2016, là, c'est peut-être pas le bon exemple. Tu parles d'Eder, le remplaçant lillois qui nous a planté en finale, peut-être? Attends, là, tu remets le couteau dans la plaie. Ouais, non, mais... C'était le début d'une dynamique, 2016, on va dire. Ouais, depuis 2014 où ça allait mieux, et puis voilà, on a quand même eu des moments avec cet Euro en France qui était magnifique, la demi remportée face à l'Allemagne, et puis ensuite le titre de la Coupe du Monde en 2018. Donc effectivement, là, depuis 6-8 ans, on reste quand même avec les Bleus, même si là, on trouve que effectivement, là, les prolongations de Deschamps qui s'accumulent, 14 ans jusqu'à la Coupe du Monde en 2026, ça commence à faire c'est très long. Et puis, forcément, on est tous d'accord du fait que le jeu des Bleus n'est pas reluisant. Après oui, le contrat il est rempli, effectivement on termine premier, et puis moi quand même ce que je note c'est que avant le match en Italie, limite on disait bon il n'y a pas d'enjeu, mais bon il y a eu quand même de l'amour propre, il y a eu une fin très positive, les Italiens qui étaient venus nous battre au parc, on s'est réveillé et relevé après ce non-match face à Israël. Donc pour moi en tout cas la fin en apothéose, et puis des joueurs qui se sont révélés. Moi j'ai aimé Saliba, j'ai aimé Mike Maignan, et après voilà, si on T'as peut pas aussi, parlé de Guendouzi? de Guendouzi. Il s'est révélé, Guendouzi. Et je suis sérieux. Contre l'Italie, il a été bon, oui. Bien sûr. Ils sont plusieurs, et franchement il y a des joueurs qui se sont bougés et oui qui se sont révélés sur cette Ligue des Nations. Mais est-ce que ce France-Italie, Guy, c'est on en pas... avait parlé en octobre, le cas Mbappé, voilà, qui reste aussi en suspens. C'est clair. Est-ce que Guy, ce France-Italie, c'est pas l'arbre qui cache la forêt quelque part? Non, mais parce que je pense que Ludovic a pas tort, et je veux pas. Maintenant, le vent a tourné pour Deschamps. Il a quand même un bilan pour le coup, c'est-à-dire une Coupe du Monde, des finales qu'on aurait pu gagner pour l'Euro, un Euro catastrophique le dernier, mais voilà, une Ligue des Nations où on a catastrophique, mais avec une demi-finale quand même, hein. Ouais, le 2021 était plus catastrophique quand on perd en 8e contre la Suisse. Oui, enfin, je suis pas sûr. Vu la qualité des matchs, vu le contenu. Oui. Bon. Ça, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même des arguments à opposer. Il dit ça, c'est dans l'armoire au trophée. On peut pas me le reprocher. Il a 2 trophées, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations. Moi, ça me convient pas parce que c'est pas ma vision du foot. Mais je comprends. On est maintenant dans une époque où ça marche comme ça, quoi. Donc, je suis un peu triste pour des gens comme Ludovic qui sont des vrais amoureux de l'équipe de France, qui va les voir partout et tout ça, et qui qui s'accroche aux victoires comme contre l'Italie, qui n'a pas franchement joué un grand match d'ailleurs, l'Italie. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a Ludovic, je sais pas si tu partages ça, il y a une lassitude Deschamps sur cette à partir de la prolongation. Deschamps, c'est un peu doménéquisé, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois, maintenant il ne parle plus qu'en mettant sa main devant sa bouche, c'est-à-dire qu'il a une langue de bois, il cache des trucs, et il y a une lassitude, et voilà, moi j'ai cru qu'après France-Israël il allait demander Guy Stéphane en mariage comme Domenech avait demandé, voilà, tu vois, on en est presque là. Maintenant il y a une lassitude, mais on est obligé d'aller jusqu'à la Coupe du Monde avec Deschamps, et j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait avoir sur ce coup-là, avec cette prolongation, mais on va subir ça, on va le subir. De toute façon, pour répondre à ta question, c'est le début de rien du tout. On continue avec Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde, et ça sera du Deschamps. Si la chatte à Dédé revient, on sera champion du monde sur un malentendu, et puis sinon on aura du France-Israël. Emmanuel. On voit les photos de la chatte à Dédé d'ailleurs partout en France, hein, et on voit les petites affiches, voilà, si vous les retrouvez, vous nous dites. C'est vrai? Ouais, non, Guy. C'était une image. Pour répondre à la pardon. Ah non, mais ne t'excuse pas, c'est un bon moment de radio. Pour répondre à Maxime et à Ludo, moi je vous trouve quand même très très conciliant avec Didier Deschamps, sachant que là on précise qu'ils terminent premier de leur groupe, ils n'ont pas gagné la Ligue des Nations, donc faut pas non plus s'enflammer. Non mais moi aussi je suis conciliant, je dis peu importe le flacon pourvu qu'on est livré. Oui, mais c'est la première place. Philippe, ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, il a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Nations, donc bravo.
niveau, mais on peut aussi regarder le nombre de finales qu'il a perdu. Alors on peut se Il en perd 2, une tir au but, une prolongation. Voilà, Emmanuel, ce que dit Maxime, il dit simplement qu'on va avoir droit à un petit, tu sais, Monsieur Cadbury, je peux en avoir un petit peu en plus. Là, on va avoir un petit peu de foot national en plus, grâce à ça, avec au moins les quarts de finale. Tu vois, mais est-ce que tu as du plaisir à les regarder ces matchs? Non, on peut se poser la question. Israël, c'était une purge. Philippe, ça, on est d'accord. à partir du moment où on n'a pas de plaisir à regarder les matchs et où on fait le bilan comptable depuis 12 ans et il y a eu 2 trophées, on passe plus par des grands moments longs et ennuyeux où au final il n'y a pas de trophée que des moments de liesse où au final il y a un trophée. Oui. C'est juste ce que je dis. Voilà. Excuse-moi, en 12 ans, tu peux pas gagner à chaque fois non plus. Je dis pas ça. Je dis qu'on juge sur les résultats. Là, et les résultats on fait le bilan de Deschamps ou on parle de ce qui va arriver en disant qu'il y a peut-être un renouveau avec cette équipe de France. Faut accepter aussi d'avoir un peu ce creux, je dirais, et encore ça va, c'est pas non plus la Bérésina en équipe de France, mais il y a un petit creux avec l'arrêt de Giroud, l'arrêt de Griezmann, l'arrêt de Lloris, l'arrêt de beaucoup de cadres de cette équipe. Il faut qu'il y ait des jeunes qui commencent à prendre leur place en équipe de France aussi. Est-ce que tu as l'impression que Didier Deschamps lance une nouvelle vague, donne sa chance à énormément de jeunes, mais pas du tout. Il n'y a aucun choix fort qui a été fait depuis longtemps. Regarde le 11 qu'il met sur le match contre l'Israël. Devant, il y a Barcola, Colomouani, Olysée. Mais t'as vu les profils qu'il met, en fait. Il n'y a rien qui a changé dans la philosophie de Deschamps. C'est-à-dire qu'il n'a aucune ambition dans le jeu. La philosophie de Deschamps n'a pas changé. Et puis on lance des coureurs à pied. Pourquoi est-ce qu'elle ne changerait pas? On lance des coureurs à pied, des Mbappé, des Dembélé, des Barcola. C'est toujours pareil. Et il n'y a pas un fond de jeu, on n'impose pas. Philippe, pour répondre à ta question, parce qu'on part, pour se poser la question du renouveau, on part du match face à l'Italie où on gagne 3-1. Rappelons-nous quand même qu'il y a 5 mois, l'Italie était au bout du rouleau, faisait un Euro catastrophique. Et là, on a l'impression, parce que c'est vendu un peu, c'est pas ta question, Philippe, mais juste les médias le vendent comme si nous, la France outsider de l'Italie, on avait balayé un très grand Europe, ce qui n'est pas le cas. Je vais te répondre, mais en donnant la parole à Ludovic, moi j'ai trouvé que cette Italie, elle était quand même... C'était pas la plus grande Italie qu'on ait connue des 30 dernières années ou même des 20 dernières années. C'est pas celle qui a été championne d'Europe. Oui, mais sors-moi une nation qui t'impressionne à part l'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a personne. Voilà. Alors au moins, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses? Elle était faible, l'Italie, et on se voit peut-être un peu plus beau qu'on est réellement? Non, parce qu'il fallait y aller quand même au mental et puis se relever, comme je vous disais, du match contre Israël. Je crois que les gars, ils étaient pas bien, ils avaient envie de démontrer que l'équipe de France c'était autre chose. L'Italie, moi je la vois pas jouer du coup à chaque rassemblement, mais par contre c'est vrai que même s'il n'y a pas de nom ronflant et que sur les dernières Coupes du Monde et Euro, ils sont pas bien. L'avant-dernier Euro, ils sont champions d'Europe quand même. Hein. Oui. Oui, mais après voilà, sur les non-qualifications en Coupe du Monde, etc. C'est vrai que ça, c'est un échec majeur. Tout n'est pas noir côté italien, mais par contre là, je trouve qu'ils avaient fait une Ligue des Nations jusqu'à dimanche soir qui était bien, avec une équipe qui était plaisante à avoir joué, offensive, efficace. Et donc, ils sont qualifiés. Non, avant dimanche soir, franchement, moi, le 3-1, c'était impossible pour moi. Donc non, l'Italie, c'est pas si catastrophique que ça. On verra ce qu'ils feront dans le final 8. Mais c'est bien connu, impossible n'est pas français. Tu restes avec nous, Ludovic. On va parler des perspectives dans quelques instants. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix du foot avec, comme tous les mardis soirs, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat. Alors on est premier et maintenant c'est vendredi soir qu'on aura la vérité, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations. 3 équipes possibles, la Croatie, qu'on connaît bien, ça rappelle des bons souvenirs en finale et en demi-finale de Coupe du Monde. Le Danemark, ça rappelle, alors chaque fois que la France a gagné une compétition, elle a sorti le Danemark. Et les Pays-Bas, là c'est peut-être un peu répétitif, on les a joués beaucoup de fois ces derniers temps. Tiens, on va commencer avec toi Emmanuel, qu'est-ce que tu vises comme équipe? Le meilleur tirage et le pire c'est quoi? Alors je pense que le meilleur tirage c'est les Pays-Bas. Sur les 10 dernières confrontations, on est à 7 victoires et c'est une équipe qu'on gère plutôt bien. Il y a une équipe avec une très bonne génération, les Pays-Bas, mais qui est quand même très inconstante. La Croatie nous ressemble un petit peu dans le côté transition de génération et on sent qu'ils ont un peu perdu la flamme. Et je pense que c'est une équipe qui est tout à fait à notre portée. Et c'est le Danemark dont je me méfierais le plus, même s'ils n'ont pas fait un très grand Euro. Le Danemark, je trouve que c'est une très très belle génération qui, pour le coup, a par rapport à ce qu'on disait, une vraie philosophie portée vers l'offensive. Et c'est peut-être l'équipe qui nous poserait le plus de problèmes, selon moi. Alors Guy, je suis assez d'accord sur le Danemark, les 2 autres étant... mais les 3 sont à notre portée. On ne devrait même pas se poser la question sur une équipe de France, sur le niveau normal d'une équipe de France, normal entre guillemets, c'est pas des adversaires qui doivent nous font trembler, quoi. Mais effectivement, ça serait bien d'éviter, le Danemark. Le Danemark évité. Qu'est-ce que tu en penses, Ludovic? C'est le Danemark que tu veux éviter?
Mais juste une question, est-ce qu'on sait qui reçoit et Alors c'est tirage au sort. Match aller-retour avec match retour chez celui qui a fini premier de poule. Donc la France. Donc la France en ce qui nous concerne. Alors après on jouera au Stade de France ou ailleurs, ça on ne sait pas. Et ensuite c'est un Final Four dont le lieu on ne connaît pas encore. Entre le 4 et le 8 juin, je crois. C'est ça, ouais, c'est au début fin du printemps, c'est ça. C'est vrai que quand vous parliez des Pays-Bas, on les a joués beaucoup de fois et pour avoir vu les matchs, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à craindre de cette équipe. La Croatie, ça fait quand même un moment qu'on les a pas joués. En fait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est une équipe qui est à notre portée. Pour la France, elle doit passer ses quarts de finale, même si on va jouer au Danemark. Ça c'est vraiment l'inconnu. Ce match face au Danemark, ça pourrait être un très bon test pour les Bleus lors de leur rentrée au mois de mars. C'est une équipe qui ne réussit pas toujours le Danemark. Je me rappelle que la dernière fois on les a joués chez eux, c'était en Ligue des Nations. On avait pris un 2-0 où on n'avait pas touché une cacahuète. Et en plus elle a bien progressé cette équipe, Philippe, pour l'avoir pas mal regardé. Maxime, t'as peur des grands Danois par rapport aux autres ? Non, je pense que les Danois et les Croates seront peut-être plus faciles à prendre que les Pays-Bas qui nous ont un peu embêtés. 0-0. Eh bien, ils sont inconstants. Comme dit Emmanuel, il a raison. Il y a on n'arrête pas de trouver des pépites aux Pays-Bas. C'est ça. Mais je sais pas, on n'arrive pas à les polir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont inconstants. C'est tout ou rien, quoi. Alors, quels sont pour vous les chantiers à mettre en place ? Je vais juste faire une remarque. Ce match contre l'Italie, on a 3 passes décisives d'un arrière latéral, un but d'un arrière latéral, 2 buts d'un milieu récupérateur. Et un CSC. Oui, le gardien qui la touche un peu. Oui, c'est ça. Oui. Mais le coup franc était tellement beau que je le mets. Quand même. D'accord, mais il y a eu des tirs aussi qui étaient beaux. Enfin, on sort pas. Non. Le gros chantier, c'est quand même pas. Je dis ça simplement parce que CSC, quand il y avait JPP avant à l'OM, là on a CSC comme grand attaquant de l'équipe de France. C'est vrai qu'on a beaucoup de CSC. Ça a commencé l'Euro avec l'Autriche, un CSC 1-0. Même si le CSC contre l'Italie, je trouve que c'est un peu dur pour l'Ukraine qui mérite d'avoir un but. Ça mérite, t'as raison. C'est clair. Le gros chantier, c'est ça, Guy, l'animation offensive. Oui, pour moi, le gros chantier, c'est le numéro 10. Donc, on est passé... Le meneur de jeu, donc. Le meneur de jeu. C'est-à-dire que... Mais ça implique un changement de jeu, c'est-à-dire jouer en attaque placée, etc. Là, on n'a pas de meneur de jeu parce qu'il sert à rien. On accepte de subir et de contre-attaquer avec des attaquants qui sont très bons pour ça. Des Dembélé, Barcola, Colomouani, tout ce que tu veux. C'est des coureurs à pied, tu vois, et qui sont bons. Ils ont vraiment un niveau international. Mais c'est pour moi un fond de jeu qui est pas très intéressant et qui est en tout cas un fond de jeu d'équipe faible. Et on s'en remet. Et longtemps, on a été... Parce qu'on a pris l'habitude avec Mbappé. Il nous sauvait les matchs. Oui. Il y avait, tu vois, un contre comme ça. D'ailleurs, il y avait même pas besoin d'un numéro 10 pour lui faire l'ouverture. Il prenait le ballon à la ligne médiane et il allait tout seul. On ne le retrouvait jamais. Donc... il est là le problème. À partir du moment où tu mets comme contre l'Italie un Nkunku en faux neuf, parce que c'était le cas, et donc que tu te passes d'avant-centre et que tu as donc des milieux qui sont uniquement des gratteurs de ballon. C'est ça. Tu parles de chantier, pour moi il est là le chantier, c'est-à-dire faire reculer Nkunku qui jouerait vraiment libéré à la Griezmann, tu vois, mettre un véritable avant-centre, pourquoi pas mettre Colomouani si tu veux, puisqu'en équipe de France il est meilleur qu'au PSG, mettre Barcola, Dembélé, enfin des ailiers comme ça, mais avoir un numéro 10 qui leur donne des bons ballons. C'est le gros chantier pour toi, Manu ? Ouais, alors j'ai commencé l'émission un petit peu en colère sur du négatif, j'ai envie de dire quand même du positif de cette équipe de France de Didier Deschamps. T'as une bonne âme. J'ai une très belle âme et j'ai envie que les Français le sachent. Alors non, pour ce qui est du positif, on a quand même des certitudes qu'on n'avait pas il y a quelques mois. On a quand même une assise défensive. Si on part de Maignan, la défense à 4, Digne, Saliba, Konaté, Koundé et un milieu à 3 qu'on peut imaginer hors blessure, Kamavinga, Rabiot et Tchouaméni, voire Koné, qui peut aujourd'hui le challenger. On a cette certitude-là qui est quand même une bonne chose et on sait quand même qu'une équipe se construit sur ses bases défensives et pour moi on les a. Donc ça déjà, c'est un point positif. Maintenant pour ce qui est de l'animation offensive, je suis assez d'accord avec Guy.
Mais c'est bizarre, j'en arrive pas à la même conclusion que Guy. Moi, je tenterai en effet Koundé en faux numéro 9, puisqu'on dit qui décroche et qui vient chercher. Koundé en faux numéro 9. Pardon. C'est un lapsus. Moi, je veux bien que ce soit le meilleur Koundé, joueur de c'est un l'équipe de arrière droit, France. donc ça me paraissait un peu. Vous laissez rien passer. Non, Nkunku qui décroche un petit peu en faux numéro 9, et pourquoi pas un Barcola Mbappé, qui sont deux flèches qui partent devant et qui vont sur les côtés, qui repiquent dans l'axe et qui créent un petit peu de danger et d'insécurité pour la défense adverse. Mais une fois de plus, on en revient à la même chose. Ça va demander du travail, et c'est une mise en place qui se fait, et c'est des connexions qui se créent, et ça se tente dès maintenant, si on veut pas parler de la Coupe du Monde 2026. Ludovic, le gros chantier pour toi, il est là? Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est peut-être l'inclusion, parce qu'en plus, la Coupe du Monde, elle est dans 2 ans, l'inclusion des jeunes et d'une nouvelle génération avec un style de jeu différent, plus offensif, comme le disait Guy tout à l'heure. Donc, je ne suis pas spécialiste du foot européen, ou en tout cas de savoir quels sont les jeunes joueurs qui pourraient prendre une place aujourd'hui et prétendre à jouer en bleu pour cette année 2025. Mais pourquoi pas, effectivement, aller voir de ce côté-là. Et après, c'est vrai que sur l'assise défensive, là, on est quand même plutôt pas mal, hors blessure ensuite. Mais je noterai quand même que pour la Ligue des Nations, on disait, moi en tant que supporter, je préfère voir ces matchs-là, avoir un quart de finale et une rentrée en mars qui est quand même assez attrayante en fonction du tirage, on verra. Et puis un Final Four. Je trouve que, en tout cas, sur la construction sur les 2 ans entre Euro et Coupe du Monde, ça me plaît pas mal au niveau du calendrier. Guy, juste Maxime. un mot sur la défense, qui est évidemment, là je pense qu'on tient le 3 défenseurs sur 4, et en tout cas les axiaux, on les tient, c'est sans problème. Ils sont le seul reproche, le dernier pas qu'ils ont à franchir, c'est de commencer de faire des relances beaucoup plus efficaces, de transpercer les lignes, parce que le jeu construit que j'appelle de mes voeux, il passe par là. Il passe par cette première passe et pas par des passes latérales en attendant à toi, à toi. Voilà. T'es d'accord avec ça, Maxime? Parce que le gros chantier, c'est l'animation offensive? Évidemment, l'équipe de France ne marque plus de buts avec ses attaquants. Donc forcément, il va falloir travailler là-dessus. Et ça vient à la question que je me posais en regardant le match contre l'Italie. Qu'est-ce qu'on fait du cas Mbappé? Vraie question. Parce que ça a l'air quand même de bien prendre l'animation avec Nkunku en faux 9 en fait. Ouais, mais s'il revient, à mon avis, en équipe de France, il est incontournable. Et petite parenthèse sur le cas Mbappé, on a appris aujourd'hui que Didier Deschamps avait contacté Kylian Mbappé en lui disant: moi Kylian, je souhaite que tu restes capitaine, mais si pour toi le brassard est trop lourd et pour peut-être un petit peu t'alléger au niveau des responsabilités et de la pression, je peux donner le brassard à quelqu'un d'autre. Et on sait dans un même temps que Konaté fait l'unanimité là en tant que capitaine au sein du groupe. Il y a une porte qui est ouverte. Deschamps, il est malin dans le sens où il dit pour moi, tu restes le leader de l'équipe et je te veux comme capitaine. Mais si c'est ta décision, donc il le met face à ses responsabilités. Il y a cette possibilité-là. Donc j'ai quand même l'impression que ça se réchauffe aujourd'hui entre Deschamps et Mbappé, et on peut imaginer que ça amène à un retour d'Mbappé. Après, il y a beaucoup de matchs entre maintenant et le mois de mars prochain pour voir si ça va mieux déjà au Real Madrid. Non, mais t'as raison. Parce que Real Madrid, c'est pas le Pérou non plus. Si Mbappé retrouve sa forme sportive, la question ne se posera plus. Et en 6 mois, il peut se passer quand même beaucoup de choses dans le football. Et alors, le sondage, est-ce que ce France-Italie marque le début de quelque chose? Alors, on vous posait justement, la question que tu viens d'énoncer sur le Twitter de Sud Radio, et vous répondez non à 87%. Oui. C'est quand même un score brejnevien, Philippe. T'es pas d'accord, Guy? Oui, je suis d'accord, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Juste pour revenir sur Mbappé, il est 20h28. Ça fait donc 25 minutes qu'on parle de l'équipe de France. Et on n'a pas parlé de Mbappé, ce qui est quand même symptomatique. Ce qui est un début de réponse sur la question Mbappé. Pour l'instant, il est plus central en équipe de France. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Ludovic. Tout le meilleur pour les Bleus, dont on espère qu'ils auront le meilleur tirage possible vendredi. C'est vendredi, je crois, à 19h exactement, à Nyon, donc en Suisse, bien évidemment. Merci, Ludovic. Allez les Bleus comme d'habitude, parce qu'on est tous des fans de l'équipe de France ici. Dans quelques instants, on va parler gros sous du côté de Lyon. Ça s'est passé à la DNCG. Et on sent que le vécu de Bordelais de Maxime Sénat a créé ce aïe 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 dans le micro. On va en parler avec Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. Allez, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot comme tous les mardis soirs avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat. Et tout de suite, on retrouve nos amis du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Et on a le rédacteur en chef du But Football Club, quelqu'un qu'on adore avoir dans les vraies voix du foot. Bonsoir Alexandre Corboz.
Bonsoir à tous. Bonsoir Maître Corbeau. Oh là là. Oh, les bonnes, Bah non, mais il est à Lyon, il va interviewer t'es obligé, Wendy ça. Renard, ça va être le Corbeau et le Renard. Oh, elle est très bonne celle-là. Moi, j'étais obligé. Et là, Renard. Et c'est lui qui a osé dire que j'ai pris une suspension pour carton jaune pour mauvais jeu de mots Je la suis au semaine milieu de dernière. vous, moi j'ai rien demandé, je suis au milieu de vous. Quoi. Bon, allez. Alors, excusez-moi, Alexandre. Alors désolé, ça fait un double douleur pour Maxime, puisque lui, supporter des Girondins de Bordeaux, on reparle de problèmes financiers dans le foot. Ah, mais il a des bonnes nouvelles pour Moi, c'est Bordeaux. digéré, hein, ces problèmes-là. Ça y est, Fais hein. un petit point, fais-nous le petit point Bordeaux. Alors, un petit point de Bordeaux, on a gagné 2-0 contre Bressuire en Coupe de France et on jouera donc du coup le 1er décembre prochain contre les Herbiers Les Herbiers, ah ouais. en d'accord. 8e tour de Coupe de France. Oh bah bravo, ça sont les 32e, bravo. Alors J'y suis Alexandre, pour rien, mais toi merci quand même. qui es outre rédacteur en chef du But Football Club lyonnais, on peut dire que le passage de l'OL devant la DNCG, ça n'a pas franchement été un long fleuve tranquille, avec une rétrogradation à titre conservatoire, interdiction de recrutement en conséquence, en raison entre autres d'une dette qui atteint le chiffre faramineux de 505,1 millions d'euros. Le journaliste Romain Molinet a dit dans les médias que John Textor, c'était Gérard Lopez, désolé Maxime, version XXL. Ah non, mais il a totalement Est-ce que raison. c'est exagéré? C'est un peu exagéré. J'adore Romain. En plus, il a suivi l'OL à un moment donné. Il connaît très bien le contexte lyonnais, mais c'est un peu exagéré. Pour moi, c'est plutôt une version de joueur de poker de Joe Dagrossa qui a eu Bordeaux avant que le bordel commence réellement à Bordeaux. Donc on est plus sur ce profil-là. C'est un joueur de casino. Le patron de la DNCG l'a dit que c'était qui joue au casino avec le club. Effectivement, il joue au casino avec le club. Il fait des coups de poker risqués. Maintenant, voilà, s'il tient son plan, il n'y aura pas de problème. Maintenant, La différence s'il avec tient Joe son plan- Dagrossa, c'est que Joe Dagrossa vidait simplement la caisse et n'investissait dans rien. hein. Oui, bah lui, il n'investit pas son argent, il investit l'argent d'Arès. Oui, ça Mais justement, c'est pour ça que je crains pas la relégation pour l'OL. C'est parce que derrière, il y a encore le garde-fou Arès. Si par contre, le jour il parvient à faire sauter le garde-fou Arès, ça peut devenir quand même un petit peu dangereux pour Lyon, parce que là, on aura affaire à un joueur de poker sans personne pour le faire sauter derrière. Donc là, aujourd'hui, on en est là. C'est soit il mène à bien son plan, c'est le scénario 1, et tout se passera bien. Soit il le mène dans le mur dès le mois de février, on sera fixé, hein, parce que la bourse de New York, c'est des échéances février, les ventes Botafogo, les ventes OL, pareil février, et Crystal Palace fin d'année. Donc c'est tous des objectifs qui sont sur les 3-4 mois. Si à l'issue de 3-4 mois ça se passe pas bien, Arès reprend la main, Arès va sans doute vendre ses parts à un fonds de restructuration et Lyon repartira de l'avant avec un profil à la Merlin Partner. En fait, on n'est pas sur Bordeaux, on est plus sur du Lille ou du Milan AC époque Elliott. C'est exactement ça en fait. C'est aujourd'hui, tant qu'il y a ce fond derrière, Lyon risque pas grand-chose en réalité. C'est sinon un changement de propriétaire, un changement de patron quoi. Alexandre, on est bien d'accord que les 500 millions, c'est dans le cas où toutes les rentrées que tu viens d'évoquer, là, dans les 3 mois à venir, n'auraient pas lieu. Hein, on est bien d'accord que c'est l'hypothèse du pire. Alors oui, c'est l'hypothèse du pire, et d'ailleurs la dette n'est plus de 500 millions, il nous l'a expliqué, on a vu les documents de la DNCG pendant sa conférence de presse, et aujourd'hui la dette est de 423 millions à l'instant T. Bah ça va, en fait dans la dette... Ah, ça change tout. Pour 80 briques, t'as plus rien. Une baguette de pain, quoi. Mais en tout cas, sur les 80 millions qui ont abaissé, en fait dans la dette, il comptait l'avance qu'il avait pris l'an dernier à CVC. Parce que CVC, il a pas eu la totalité des 100 millions de cette année, il en a eu 75 seulement parce qu'il avait déjà demandé une avance l'an dernier. Donc il l'a mis dans la dette. Donc forcément, c'est une partie de la dette qui disparaît de la dette, comme les dettes Brésil qui tout d'un coup, par magie, ont disparu. Donc à mon avis, c'était tout simplement le financement de Botafogo qu'il a arrêté. Voilà donc. Hallucinant, Emmanuel. Parce que pour expliquer un petit peu le modèle John Textor et le modèle Eagle Group, donc il y a 3 clubs, Botafogo, Molenbeek et l'OL, qui appartiennent au groupe. Et on l'a déjà vu très rapidement quand ça allait pas au niveau de Botafogo, l'OL achetait des joueurs à Botafogo, et en fait, l'argent communique d'un club à l'autre au gré des situations financières de chaque club. Et aujourd'hui, c'est l'OL qui est en difficulté, et ce qu'est en train de nous dire Alexandre, mais ce que je trouve pas forcément rassurant, c'est que son côté joueur de poker et je tente le tout pour le tout, en fait, c'est du Bernard Madoff, quoi. Là, on est sur le Bernard Madoff du football. Donc je trouve ça très dangereux. Je bouge mes gobelets dans tous les sens. Mais moi, je serais supporter de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, je serais vraiment pas rassuré, et je pense que la question, aujourd'hui, la situation de l'Olympique Lyonnais, elle pose la question
question de la multipropriété. Et moi, je le dis clairement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une jurisprudence olympique lyonnais et qu'on arrête les multipropriétés dans le foot, parce qu'au-delà du côté dangereux pour le club, parce qu'il y a quand même des plans de licenciement, il y a des conséquences humaines à tout ça. C'est sûr. Il y a évidemment toi ton club qui est en train de couler quand tu es supporter, il y a aussi énormément de licenciements, et il y a aussi la question de l'équité sportive, parce qu'on l'a vu, moi je suis supporter de Toulouse, quand Toulouse qui appartient au Milan AC avait la possibilité de jouer en Europa League en même temps que Milan. On posait la question. Il y avait des petites choses qui se préparaient pour faire sortir du comité. Voilà, il y a des petites magouilles qui sont faites, et moi je demande aujourd'hui à ce que la multipropriété soit tout simplement impossible dans le football. T'es d'accord avec ça, Alexandre Corboz? Oui, c'est assez clair que ça pose un vrai problème déjà éthique par rapport à cette multipropriété, parce qu'on peut aussi parler du groupe Red Bull, qui a plusieurs clubs en Ligue des Champions. Leipzig, qui a Salzbourg, qui va avoir une partie du Paris FC. Du Paris FC, donc il y a d'autres groupes comme ça, mais c'est vrai que la méthode Textor, elle est très différente des autres, parce que c'est le seul qui mutualise absolument tout et qui ne s'en cache pas. C'est-à-dire que pour lui, le Eagle Football Group, qui est l'ancien OL Group, c'est la même chose que le Eagle Football Holding, sauf que ses audits, il les fait sur le Eagle Football Group et pas sur la holding principale. Donc du coup, à chaque fois, il dit la DNCG n'a pas regardé les comptes de ma holding, le commissaire aux comptes n'a pas regardé les comptes de ma holding, et effectivement, ils ne regardent pas au-dessus, ils regardent ce qu'on leur montre en France. Et juste pour préciser, derrière John Textor, il y a d'autres riches, fortunes, hommes ou femmes milliardaires, donc il entraîne dans son sillage des fortunes qui mettent de l'argent et qui à un moment donné demandent en retour sur investissement. Ça, il n'est pas tout seul. Oui, mais il est majoritaire. Ares, c'est un emprunt. C'est un emprunt. Oui, c'est un emprunt, mais c'est un emprunt privé. Mais par contre, c'est un emprunt à une société qui investit dans 20-30 clubs de foot et qui a une partie de l'Atlético Madrid. Donc c'est pas un petit fonds. Oui, mais c'est un fonds qui draine 500 aujourd'hui, milliards, Alexandre, il y a 523 millions d'euros de prêts. Donc je veux bien, mais le modèle, il est un peu bancal quand même pour ce qui est des Lyonnais. Clairement. Là, en fait, c'est simple. Il a dit en conférence de presse, si tout se passe bien sur mes leviers, j'ai largement plus que pour refinancer la dette de l'OL. Ce qui est vrai, parce que la dette de 500 millions, qui est aujourd'hui de 423, en réalité, elle est sur 20 ans. Donc il n'y a pas d'urgence, entre guillemets, de la rembourser assez rapidement. Par contre, rembourser Ares, pour John Textor, c'est devenu une évidence et très important, parce qu'Ares commence à s'agacer. Et le jour où Ares lâche John Textor, c'est là qu'on va avoir du changement à Lyon. Ça sent le pâté. Alexandre, rendez-vous en décembre. Allez, Alexandre, je vais vous demander de vous mouiller, parce que visiblement, on est à 423 millions, et Molina, que vous avez cité, et qui est effectivement peut-être sulfureux, mais en tout cas souvent pertinent et juste. En gros, il ne croit pas une seconde à la réalité des leviers, c'est-à-dire des mesures que qui ont été présentées. Alors je voudrais, vous, mouillez-vous, soit c'est un joueur de poker, alors dans ce cas-là, on est dans l'hypothèse Emmanuel, c'est-à-dire que c'est presque Madoff, c'est-à-dire c'est du vent, c'est un risque inouï, soit il a une certitude sur la réalisation des choses, et là c'est juste du business avec des leviers qui sont vraiment efficaces. Le tout, c'est de savoir si derrière les leviers, il y a des certitudes. Alexandre. Alors, dans les leviers, il y a des ventes à l'OL cet hiver à hauteur de 55 millions d'euros. Pour moi, ce levier-là est jouable. Le levier Botafogo, 75 à 100 millions de ventes, j'y crois pas. Je pense pas que Botafogo vendra pour 75 à 100 millions de joueurs, même s'ils ont des joueurs bankable, même si c'est la meilleure équipe d'Amérique du Sud aujourd'hui, j'y crois pas. La vente de Crystal Palace à 200 millions, on a vu les documents, même s'il nous a pas donné les noms, c'est coté en bourse, il y a l'AMF qui a vérifié tous ces chiffres-là, a priori, les offres, il les a, donc il devrait atteindre à peu près les 200 millions pour la vente de Crystal Palace, effectivement. Et après, pour ce qui est de l'introduction en bourse à New York, là, je suis pas expert, mais c'est la clé de tout, c'est 300 à 500 millions d'euros. Donc soit ça passe là-dessus, soit c'est là que ça va casser. D'accord. Parce que c'est ce qui représente en gros 60% de son plan, c'est l'entrée en bourse à New York. Après, il dit des choses vraies dans sa conférence de presse. L'abaissement de la masse salariale va être mécanique sous peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, la masse salariale de l'OS, c'est 172 millions d'euros total du groupe. Il va y avoir un plan de départ volontaire. Faut vendre au mercato d'hiver. Et vendre au mercato d'hiver, et aussi il y a les fins de contrat en juin, et c'est énorme. Pour 3 joueurs, ils payent 26,3 millions d'euros. Lacazette, Tagliafico, Lopez. Oui, mais ça joue sur les frais d'exploitation, c'est-à-dire sur les salaires, pas sur les investissements. C'est-à-dire que vous n'avez pas de retour sur investissement. Oui, voilà. Mais si jamais il baisse sa masse salariale déjà, comme il dit, de 128 à 70, et que la masse du groupe aussi baisse,
Oui, mais à partir du moment où ils annoncent tout de suite qu'ils veulent pas vendre Cherki, par exemple, qui représente... attention Guy, parce que souvent quand tu dis que tu veux pas vendre, ça permet de valoriser le joueur aussi. C'est le message subliminal. Tout le monde est à vendre, et s'il y a un joueur qui vont essayer de retenir, c'est Malik Fofana. Parce qu'ils savent que Malik Fofana, dans 6 mois, c'est peut-être 40 millions d'euros. Ouais, d'accord. Ils ne vont pas le laisser partir tout de suite. S'ils peuvent faire autrement pour faire les 55 millions, ils feront autrement. D'accord. Mais voilà, a priori, Cherki, ils espèrent 25 millions. Ouais. Il y a aussi des joueurs qu'il faut bien prendre en compte sur les ventes qui vont rapporter de l'argent. C'est Mamadou Diawara et Saël Koumbedi, parce que c'est des jeunes joueurs. Ouais. Il peut espérer plus d'une dizaine de millions sur les deux. Et il a atteint quasiment 60% de ses objectifs sur 3 joueurs, Sivan Cherki et les 2 jeunes. Donc derrière, il restera à trouver des solutions pour Benrahma, pour Noama, voilà. Et si ces joueurs-là partent, il n'aura pas besoin de vendre Malik Fofana. Sinon, il faudra vendre Malik Fofana. Maxime veut réagir. Oui, moi je me demandais tout simplement pourquoi on laisse faire ça dans notre football français. Je veux dire, ça fait quand même, ça fait que, mais on n'a pas le choix. Ben, pas forcément. C'est juste que regarde un club comme les Girondins de Bordeaux qui aujourd'hui est au fin fond du trou. Lyon qui va pas tarder à tomber si jamais ça passe pas. À quoi sert la DNCG? Je veux dire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de laisser la liberté à des jeunes texteurs qui sont prêts à miser autant, notamment sur de nombreux salariés de l'OL et l'OL Group, pour qu'au final il ne se passe rien? Alors la DNCG a aussi ses torts dans ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien noter une chose, si on en est là et si beaucoup de clubs vont se retrouver avec beaucoup de sanctions cet hiver, parce qu'on n'a pas fini, je ne pense pas que Lyon soit le seul club non, mais Montpellier c'est pareil. La rétrogradation, à mon avis, Montpellier y aura droit, et si dans un monde normal, Reims y a droit aussi, parce que Caillot n'a pas remis au pot, donc techniquement il arrive en cessation de paiement au mois de mars. Donc si ces clubs-là ne sont pas sanctionnés, là on pourra se poser des questions, mais en attendant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que en fait le fond du problème, c'est la DNCG qui a dit l'été dernier à tous les clubs, c'est bon, mettez le même tarif de droit télé, ça va s'arranger. Bien sûr, bien sûr. Ils demandent des comptes 6 mois après au club. Sauf que les clubs ont tous perdu 60% de droit télé. C'est pas des magiciens. Hein. Non mais, Alexandre, en t'entendant, je me dis qu'à la fin de la saison, là, au printemps prochain, tu vas pas avoir une équipe qui va être reléguée sportivement, et tu vas avoir que des équipes reléguées administrativement. Non, on verra Cuiseau-Louan en première division, ça sera bien. Moi, sincèrement, je pense qu'il y aura de la casse. Tu penses qu'il y aura de la casse ? À cause justement de cette DNCG qui, l'été dernier, a dit tout le monde, vous inquiétez pas, mettez les mêmes chiffres, ça va passer. Surtout si DAZN, surtout si DAZN n'a pas les données et paye plus, alors là c'est le cataclysme là, non ? Exactement. Oui. Il y a aussi le problème Beansport qui paye pas. En plus. On rappelle juste là, sur ce qui est le dossier droit télé, il y a une possibilité en décembre 2025, les deux parties, Ligue LFP et DAZN ont la possibilité de rompre le contrat sans contrepartie, et en effet Beansport met un peu de temps à payer, ce qui n'est pas forcément rassurant. Et aujourd'hui le modèle des clubs de foot, pour répondre à Max, pourquoi est-ce que tous nos clubs sont à vendre, et on vend parfois, là je vise pas forcément John Textor, mais parfois des investisseurs un petit peu douteux, c'est parce que voilà, aujourd'hui le modèle est fait sur la vente de joueurs, donc on investit à fond dans la formation, sur les droits télé qui sont en train de baisser, et quand tu te retrouves à paniquer parce que sur 5 ans, toi t'es investisseur d'un club, pour les investisseurs français, parce qu'on en a eu des historiques en France, tu commences à t'inquiéter de oulala, au-delà de la passion, je suis en train de perdre de l'argent, mais tu prends le premier venu, et souvent c'est un petit peu la cata derrière. On a eu beaucoup d'exemples ces dernières années, ça a commencé avec Strasbourg, on a eu à l'époque des Grenoble, on en a eu d'autres, et Bastia exactement, et au final ce qui est quand même catastrophique, c'est que on le découvre pas maintenant, et rien n'a été fait pour endiguer le phénomène. Est-ce qu'on se met pas nous-mêmes des bâtons dans les roues avec cette DNCG qui apparemment ne sert pas à grand-chose? Regarde à quel taux est endetté le Barça, le Real. En Angleterre, c'est basé sur les jeux d'argent. Enfin, tout le monde vit au-dessus de ses moyens, sauf nous, on se met des bâtons dans les roues et on peut pas progresser. C'est ce que dit Textor en fait. Textor, il a fait remarquer une chose qui est assez pertinente. Il a dit en Angleterre, la DNCG sanctionne à posteriori les clubs quand les objectifs ne sont pas tenus. Nous, on nous sanctionne avant, on nous met une menace avant, et on nous laisse pas mettre en place notre plan. Bon, après, c'est un plan ultra capitalistique, ultra risqué. De toute façon, il l'a dit dès le départ. Première phrase de la conférence de presse, on est sur une stratégie à haut risque. Il le dit directement. Donc, il s'en cache pas. Il se cache pas de ce côté joueur de poker. En privé, moi, on me dit que c'est clairement, dans son projet, c'est marche ou crève.
Donc voilà, c'est clairement c'est un cow-boy. C'est un cow-boy. Moi personnellement, j'aime pas le personnage, mais je reconnais qu'il a un bon goût et qu'il sait emmener les gens. Et ça, c'est le problème. C'est aussi pour ça que à Lyon, on n'a pas eu de révolte chez les supporters. D'ailleurs, aucun groupe ne s'est élevé suite à la sanction. C'est resté très calme. Je pense qu'ils tiennent encore bien les groupes et qu'ils arrivent à plutôt bien gérer la colère en faisant passer certains messages, et tout le monde est dans l'attente de savoir s'il va tenir cet objectif. Un mot, Guy. Oui, l'erreur initiale de la DNCG, c'est effectivement d'avoir dit a posteriori, allez-y, on a les droits, tiens, on dirait Villeray dans le dîner de con. Voilà, elle a pris le club pour le dîner de con. On a les droits. Petit cheval de ménage. Aux éditions du Croix. Écoutez, franchement, donc là, ça c'est hyper grave venant d'un organisme officiel qui a son utilité. Alors pour le coup, qui a son utilité normalement s'ils sont compétents. Je pense pas que ce soit ça la grosse masse des problèmes lyonnais. Ça va jouer pour plein de clubs, comme disait Maxime, Montpellier, etc. Et là, ça va être très grave, ça va être une hécatombe, comme tu dis, mais pour Lyon, l'essentiel n'est pas là, effectivement. Alors, une dernière question, mais pas sur le même sujet, parce qu'on va parler Ligue des champions féminines. Il y a Lyon-Roma demain soir. Oui. On va être avec Noémie, une supportrice de l'OL. Toi, tu as vu l'OL féminine évoluer. Comment tu l'as vu, l'évolution du foot féminin ? Alors moi, quand je suis arrivé en 2008 à Lyon, c'était au tout début de la montée en puissance de l'OL. Et pour vous dire, à l'époque, les joueuses n'avaient même pas le contrat fédéral. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes amateurs, officiellement. Parce qu'officieusement, à Lyon, elles avaient des postes bidons à OLTV, au club, mais des trucs de secrétariat où elles étaient là 2 heures par jour, juste histoire de justifier leur présence. Et Marino Faccioli a lancé justement, à batailler avec la fédération pour obtenir les contrats de travail, les fameux contrats qui ont permis aux joueuses de devenir professionnelles aujourd'hui. Alors moi j'ai vu cette évolution. J'ai vu aussi médiatiquement l'évolution. Quand je suivais l'OL féminin en championnat de première division en 2008-2009, on était 3 journalistes. Ah oui. 3 journalistes. J'étais avec un journaliste du Progrès, et c'est même pas les journalistes qu'on voit habituellement, c'est vraiment ceux qui s'occupent du foot régional, qui vont voir Limonest. C'est eux qui allaient pour ces matchs-là. Et avec aussi le site foot au féminin qui était là depuis toujours. Mais le reste de la presse boudait complètement l'OL féminin, à l'exception des demi-finales de Ligue des Champions. Oui. Parce que l'année d'avant, ils sortaient une demi-finale perdue face à Ouméa. D'ailleurs, avec une boulette de l'ami de Guy, Wendy Renard, 17 ans à l'époque, qui avait fait une boulette en demi-finale et qui en fait avait coûté le premier titre à l'OL quand elle était vraiment très 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 jeune, parce qu'elle venait d'arriver en France. Et puis voilà, moi je l'ai vu, je l'ai toujours connu, Wendy, elle a toujours été là. Donc mais oui, c'est vrai que pour le coup médiatiquement ça a bien évolué, même si on est encore loin, du foot masculin, mais ça évolue de plus en plus. Maintenant c'est professionnalisé. C'est plus sérieux. On peut dire que Jean-Michel Aulas a vraiment été un pionnier. Je pense qu'il faut lui rendre hommage sur non seulement à travers la trajectoire de Lyon, derrière il a entraîné dans le sillage tout le foot français. Alors après, la fédération a pas forcément bien géré les choses. Corinne Diacre, etc. Oui. Et puis les joueuses ont pris un pouvoir qu'elles n'avaient pas encore la légitimité de prendre. Merci beaucoup Alexandre Corboz, rédacteur en chef de butfootballclub.fr. Merci, c'est toujours un plaisir. Dans quelques instants, il y a notre deuxième sondage, Maxime. Le football féminin est-il insuffisamment exposé? Qu'est-ce que ça dit sur X? Alors vous répondez non à 53% à cette question, donc notamment Nicolas Lepester sur Twitter qui nous dit il y a une réalité du marché. Le sport féminin, notamment le foot, n'intéresse pas les foules, c'est tout, c'est comme ça, c'est certain. C'est une réalité économique. On va retrouver Noémie, supportrice de l'OL. C'est quand même bien d'avoir parlé un peu de foot féminin, parce qu'elle mérite d'être suivie aussi, les filles. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous. Retour des vraies voix du foot, bien évidemment, avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sena. Et demain, l'OL, c'est 8 titres de Ligue des Champions féminines, 3 finales perdues, et va recevoir l'AS Rome après avoir gagné 3-0 en Italie lors du match aller. Alors nous sommes avec Noémie, supportrice de l'OL. Bonsoir Noémie.
Bonsoir messieurs. Bonsoir Noémie. Alors Noémie, on va se tutoyer comme dans les vraies voix du foot. L'OL, premier 9 points en 3 matchs, c'est plié pour la phase de poule. Alors une poule, il y a évidemment la Roma, on vient de la citer, Galatasaray et Wolfsburg. Oui, ça semble bien parti, surtout avec le match aller à Rome où elles ont gagné 3-0, notamment avec un superbe but de Jim Mornay, du milieu de terrain. J'espère que vous l'avez vu. Et c'est vrai que le plus gros adversaire, ça reste Wolfsburg. Historiquement, ça fait partie des gros adversaires de Ligue des Champions. Pour l'instant, elles sont assez costauds. On sait que les matchs de poule sont toujours un premier pied dans la compétition qu'il faut toujours bien entamer pour viser la finale, toujours, et le titre. Justement, Noémie, j'allais te poser la question. À part Lyon et Wolfsburg, est-ce que tu vois une troisième équipe qui peut prétendre à ce titre de Ligue des Champions cette année? Faut toujours se méfier des équipes anglaises notamment, qui restent toujours en progression constante. On le voit. Faut pas oublier que Sonia Bonpastor était partie entraîner Chelsea, donc elle fait pas ça de façon innocente et sans but ultime. Voilà. Après, on le sait, Lyon, son adversaire premier, je dirais que ça reste l'OL. Elles ont un gros effectif. Normalement, ils ont de quoi faire tourner, surtout en championnat où elles sont déjà plutôt bien lancées et arrivent à gagner facilement des matchs. Donc, restera les grosses confrontations. Il faudra pas se tromper d'objectif et se tromper de match pour aller au bout de la compétition, comme souvent. Et tu ne parles pas de l'Espagne, le Barça? Oui, Barcelone. Tenant du titre. Bien sûr. C'est vrai que c'est un peu le versant olympique côté espagnol. Elles ont pris un petit peu la relève, bien sûr. Ça comparait de Wolfsburg parce que ça reste historique, mais le Barça a fait une rentrée tambour battant, on va dire, dans la Ligue des Champions. Je suis moi-même allé voir la finale à Turin il y a quelques années contre Barcelone, où la Lyon avait gagné 3-1. Ça reste très costaud. Il y a eu un petit peu de mouvement. Maintenant, effectivement, c'est le gros adversaire. Tout dépendra du tirage au sort. Tout dépendra de tout ça. Donc, c'est à l'OL aussi de croire en ses chances et de faire match après match. Alors Noémie, comment expliques-tu et parce que pour toi le football féminin est suffisamment exposé dans les médias? Je dirais que non. D'un point de vue sélection nationale, oui, parce qu'aujourd'hui les chaînes passent les coupes du monde, les euros, etc. Oui. Bien sûr, et puis même les matchs de qualification, on y a accès, on les sur voit les chaînes gratuites en plus. C'est vrai. Oui, voilà, sur chaîne gratuite, pour une fois. C'est rare le foot sur les chaînes gratuites, faut le rappeler quand même. Ça. Et même le foot féminin, c'est-à-dire qu'il y a encore pas si longtemps, et ça y est toujours d'ailleurs, c'est sur la chaîne cryptée. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué même de suivre à la télévision, et notamment pour le championnat, et pour la Ligue des Champions féminine de l'OL. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire le parallèle entre les chaînes publiques et les chaînes privées, parce que pour moi, tout repose sur ça. On peut ne pas être content ou pas. Enfin, chacun aura son avis sur la visibilité moindre du football féminin sur le football masculin, mais au-delà du côté moral, ça répond quand même au réel, qui est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, les gens, pourquoi ils prennent un abonnement et pourquoi, je peux même faire un autre parallèle, pourquoi la Ligue 1 s'exporte moins bien à l'international que la Première Ligue? Parce que le produit Première Ligue est beaucoup plus vendeur et beaucoup plus attrayant que ne peut être la Ligue 1. Et évidemment, là, il n'y a pas de question homme-femme, parce que ça reste des hommes entre la Ligue 1 et la Première Ligue, et je pense que le football féminin aujourd'hui n'est pas suffisamment attractif, c'est mon avis, attention, et je pense qu'il y a d'autres sports qui peuvent servir d'exemple, comme le tennis. Sur les 30 dernières années, je trouve que le tennis féminin a fait des avancées extraordinaires et se rapproche vraiment, pour moi, déjà économiquement au niveau des primes, se rapproche voire égalise complètement les hommes, et voilà, il y a plein de sports féminins qui ont vraiment rattrapé leur retard sur le sport masculin, mais le foot féminin ne l'a pas fait, et je pense qu'il ne le fera pas. C'est mon avis. Moi je pense, si je peux me permettre, c'est que sur le football féminin, malheureusement, on a un problème aussi, je dirais, de fédération. Je suis désolée de mettre les pieds dans le plat. On a eu des soucis, vous l'avez dit précédemment. On se rappelle que la première épopée, c'est en 2011, où là, on voit, ça y est, l'équipe de France qui naît et qui commence à avoir vraiment un groupe compétitif. Depuis, ce n'est que trop peu. Même la Coupe du Monde qui a eu lieu en France, finalement, il n'y a pas eu de retombée derrière. Est-ce que ça ne compatit pas avec un peu le manque de résultats de cette équipe de France qui échoue à chaque fois, même à domicile? Cette Coupe du Monde a été une grosse déception. Oui, la défaite contre les USA. Bien sûr.
c'est souvent ce qui est reproché à chaque compétition, malheureusement, pour l'équipe de France. Elles ont les capacités, elles ont plein de choses. On leur reproche leur mental, comme bien d'autres sportives françaises aussi, notamment dans le tennis. On le disait, souvent, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un résultat. On le voit bien, l'Espagne est arrivée, résultat, tout de suite, ça marche derrière. Aujourd'hui, il y a quand même vous le disiez, M. Aulas est arrivé, il a fait le travail par rapport à l'Olympique Lyonnais. Et là, il arrive à la fédération et il fait le travail de manière plus globale, puisque vous le disiez, maintenant c'est professionnalisant. J'ai professionnalisé, pardon, au global de toute la D1. Ah oui. Et on est en 2024. C'est vrai. Donc c'est tardif par rapport à 2011 finalement. Donc là aussi, il y a encore énormément de travail à faire. Je te le disais tout à l'heure, un travail à faire au niveau de la communication et de la billetterie aussi. Il nous reste 45 secondes. Le pronostic pour demain soir, Noémie, ça va battre la Roma? Oui, ça va battre la Roma. Allez, je vais dire 4-1. Oh bah 4-1, ça c'est optimiste. Même pronostic, les gars, victoire lyonnaise. Sûr, victoire lyonnaise. Ouais, 3 buts d'écart. Ouais, aussi. Allez, on va dire 5-2. Pareil. Alors Maxime, tu as reçu Manu, tu as reçu un hommage téléphonique. Merci beaucoup, Noémie, supportrice de l'OM. Avec plaisir, merci à vous. Alors oui, j'ai reçu un message de mon papa et mes parents que j'embrasse, qui nous écoutent, qui m'a rappelé, parce que on m'a chambré sur mes mauvais pronostics par le passé, et c'est vrai qu'il y en a eu, mais il y en a un que j'ai oublié de rappeler. Après la défaite de la France à domicile face à l'Italie, j'avais annoncé que la France gagnerait en Italie et terminerait première du groupe. Donc je vous demande à tous de vous lever, de m'applaudir. Merci beaucoup. Et on applaudit ton papa. Et on salue Alexandre de Lovan qui fait toute l'émission de Voyance tous les jours de 16h à 17h sur Sud Radio. Merci à tous, Guy, Emmanuel et Maxime. Tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessis.